Lors du dîner de famille, mon père a crié « Tu es égoïste. Tu ne fais jamais de sacrifice pour cette famille. » Ma sœur a acquiescé. Je me suis levé, j'ai posé une pile de reçus sur la table et j'ai dit « Voici tout ce que j'ai payé au cours des 10 dernières années. » Puis je suis sorti, j'ai coupé tout soutien financier, et quelques instants plus tard, ils ont crié en réalisant que j'avais soutenu toute la famille en silence. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais que vous puissiez partager dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez et quelle heure il est là maintenant. Commençons notre histoire ensemble. L'odeur stérile de mon appartement est la première chose qui m'accueille lorsque je rentre chez moi. Il est propre, minimaliste et calme, un contraste frappant avec la maison où j'ai grandi. Ici, l'air ne sent pas lourd d'attentes implicites ni épais du parfum entêtant du rôti de maman essayant de masquer la tension. C'est mon espace, gagné dollar après dollar, sacrifice après sacrifice. En regardant autour de moi les meubles simples et modernes, le diplôme encadré au mur, la vue sur les toits de la ville, j'ai travaillé des années pour l'obtenir. Il est difficile de concilier cette réalité paisible avec le champ de bataille émotionnel que j'ai traversé pendant les 35 premières années de ma vie. Le silence ici n'est pas vide, il est rempli de mes propres pensées, de mon propre souffle, du bourdonnement silencieux d'une vie qui m'appartient entièrement. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple pile de papier puisse briser une famille, mais peut-être étions-nous déjà brisés, nous accrochant simplement à une façade construite sur mon silence, un silence qui ressemblait à un poids physique qui me pesait sur la poitrine pendant des années. Pour le monde extérieur, nous étions la famille américaine parfaite. Papa, Thomas, était un pilier de la communauté, toujours bénévole, serrant des mains, projetant une image de respectabilité solide. Maman, Suzanne, était l'image d'une femme au foyer dévouée, sa vie apparemment centrée sur la gestion du ménage et le soutien à papa. Et ma sœur, Sarah, l'enfant d'or réussi, belle, avec une vie apparemment charmante qui était toujours un peu plus brillante, un peu plus bruyante que celle des autres. Nous avions la belle maison dans la banlieue avec le garage pour 2 voitures et la pelouse méticuleusement entretenue, les carrières respectables, les photos de vacances qui criaient la normalité, la convivialité et le bonheur simple. Les gens arrêtaient souvent mes parents à l'épicerie ou après l'église pour leur dire combien ils avaient de la chance d'avoir des enfants aussi serviables, combien nous avions tous bien réussi. C'était un commentaire qui atterrissait toujours comme un coup de poing dans mon ventre, une touche amère sur une vérité qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils voyaient la surface polie, le visage public soigneusement construit, jamais les fondations pourries en dessous, que je soutenais secrètement et laborieusement de mes propres mains et de tout mon salaire. Cela a commencé subtilement, il y a environ 10 ans. La grande récession a frappé, et papa a perdu son emploi de manière inattendue. Il était trop fier pour accepter quelque chose de moins que ce qu'il pensait mériter, et les mois se sont étirés en une année, puis plus longtemps. Presque simultanément, la santé de maman a pris un tournant pour le pire où une série de spécialistes, de tests et de traitements qui ont accumulé des factures médicales plus rapidement que l'assurance ne pouvait jamais espérer les couvrir. Je venais d'obtenir un bon poste après l'université, un poste de débutant, mais stable. Je vivais simplement, épargné agressivement, excité de construire mon propre avenir. Mais lorsque les appels ont commencé à arriver, empreints de panique et de culpabilité à peine voilés, je n'ai pas hésité. Je voulais aider, cela me semblait être mon devoir, ma chance de gagner enfin l'amour, la reconnaissance et l'approbation sans équivoque que j'avais toujours désiré de leur part. Je pensais que si je pouvais résoudre leurs problèmes, je pourrais réparer ma place dans leur cœur. C'était mon angle mort, ma faiblesse fondamentale, l'enfant qui persiste en moi qui voulait juste être vraiment vu et valorisé par ses parents. J'ai commencé à envoyer de l'argent à la maison pour les courses, j'ai payé une facture de service public ici et là. Ils m'ont remercié abondamment au début. « Oh, Michael, tu es un si bon garçon », disait maman, sa voix épaisse d'émotion. Et pendant un bref instant, cela s'est senti bien, nécessaire, temporaire. Je l'avais imaginé durer quelques mois, peut-être un an, jusqu'à ce que papa retrouve ses marques ou que la santé de maman se stabilise. Mais le temporaire est devenu permanent. Les demandes sont devenues plus importantes, plus fréquentes et moins liées à des crises, davantage liées au maintien du style de vie, le paiement de l'hypothèque sur la grande maison de banlieue, la chaîne sans fin de spécialistes et de prescriptions de maman, les réparations automobiles pour leurs véhicules vieillissants, les impôts fonciers, les primes d'assurance. Puis cela a empiété sur la vie de Sarah. Elle essayait de percer comme influenceuse lifestyle, ou quelques titres vagues qui semblaient impliquer beaucoup de déjeuners coûteux, de voyages et de vêtements de créateurs. Ces coûts de démarrage se sont traduits par le fait que je couvrais son loyer en centre-ville,
que je payais ses cartes de crédit, que je lui donnais de l'argent pour des événements de réseautage qui ressemblaient étrangement à des cocktails. Je n'ai jamais vu de business plan, seulement des factures et des demandes. Je ne l'ai pas remis en question ouvertement, c'était la famille, ils avaient besoin de moi ou du moins, je me le suis dit. Au fond, j'espérais toujours que si je donnais assez, si je sacrifiais assez, si je me courbais assez, je finirais par gagner ma place, appartenir sans réserve, sans condition. Cet espoir était une mauvaise herbe tenace, étouffant mes propres besoins et aspirations. Ils n'ont jamais demandé de prêt direct avec des conditions de remboursement. C'était toujours présenté dans le langage de l'obligation familiale et du bien commun, c'est pour la famille, Michael. Tu as plus de flexibilité en ce moment, Michael. Tu n'as pas d'enfant d'hypothèque les responsabilités que nous avons. On verra plus tard. Ce « plus tard » n'est jamais arrivé. Lorsque j'avais moi-même besoin de flexibilité ou voulant épargner pour un acompte sur mon propre petit logement ou prendre des vacances même modestes après des années à me tuer à la tâche, j'ai été accueilli par une déception à peine voilée, de lourds soupirs au téléphone, ou des accusations directes. « Oh, tu ne peux pas nous aider pour ça ?» C'est surprenant, Michael. On pensait que tu comprenais ce que signifie la famille. Ça doit être agréable de garder tout ton argent pour toi pendant que nous luttons. Nous avons tellement sacrifié pour que tu arrives là où tu es, payé pour tes études, et c'est comme ça que tu nous rembourses en te donnant la priorité. Le gaslighting était constant, un goutte à goutte lent et insidieux de poison qui érodait ma propre estime de soi, me faisant remettre en question ma propre réalité et mes motivations. Ils m'ont peint comme l'égoïste, thésaurisant mes ressources, vivant une vie de luxe tandis qu'ils étaient l'unité familiale en difficulté et méritante qui essayait juste de s'en sortir. Sarah était sans doute la pire, car ses demandes étaient enveloppées d'une couche de méchanceté compétitive. Elle a bénéficié massivement de mes contributions cachées, vivant une vie d'aisance et de succès apparents secrètement subventionnés par mon salaire, mais elle était la plus vocale pour m'accuser d'être distant, peu serviable ou de ne pas faire partie de la famille. Elle avait une façon de présenter son droit comme du bon sens, ma réticence comme une preuve de mon mauvais caractère. Bien sûr, Michael va aider pour ça, disait-elle d'un ton méprisant lors des réunions de famille, agitant une main manucurée. Il n'a pas de responsabilité familiale comme nous, se regroupant avec maman et papa comme l'unité familiale en difficulté, tout en me présentant comme l'étranger détaché et riche. Son geste signature était le compliment indirect subtil ou le ton de comparaison à propos de ma vie simple, de ma voiture basique, de mon appartement calme tout en étant habillé de la tête aux pieds avec des marques indirectement financées par moi. Elle prospérait grâce à la validation et aux apparences extérieures, ayant désespérément besoin que tout le monde, ses amis, ses abonnés en ligne, des étrangers croient en son histoire à succès, même si elle était construite sur un mensonge méticuleusement construit, financé par le frère qu'elle méprisait ouvertement et qu'elle ressentait secrètement pour détenir les cordons de la bourse. Elle voulait l'argent mais détestait la source, projetant ses propres insécurités et sa dépendance sur moi en me qualifiant d'égoïste. Après environ 5 ans, le ressentiment a commencé à l'emporter sur l'espoir fragile de gagner un jour leur amour véritable. Le poids écrasant du fardeau financier, le manque d'appréciation qui brise l'âme, les accusations constantes d'égoïsme malgré mes efforts immenses, tout cela est devenu trop lourd à porter en silence. Le gaslighting était désorientant, j'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Étais-je égoïste? Était-ce censé être ça, la famille? Dans un acte désespéré d'autopréservation, un moyen de m'accrocher à ma propre réalité, j'ai commencé à tenir des registres. Ce n'était pas initialement avec un plan clair pour les exposer, mais plutôt comme un moyen de me prouver que je n'étais pas fou, que mes sacrifices étaient réels, quantifiables, et que leur récit était un mensonge. J'ai sauvegardé chaque relevé bancaire, en soulignant les virements, chaque confirmation de facture de service public, chaque facture médicale numérisée, chaque reçu de frais de scolarité, chaque enregistrement de paiement de voiture, chaque demande de fonds par email. Je les ai organisés méticuleusement, chronologiquement, dans un grand classeur. C'était une comptabilité lugubre d'une décennie de travail invisible, de dette émotionnelle et de ma propre lente érosion. Ce classeur est devenu une manifestation physique de mon fardeau silencieux, de ma désillusion croissante et de mon besoin subconscient désespéré de preuves irréfutables. L'invitation à ce dîner est venue par SMS de maman à un message simple et innocent, dîner de famille dimanche 18h. Papa veut discuter des projets de vacances d'été. Mon estomac s'est noué, une douleur familière de terreur. Les projets de vacances signifiaient toujours une chose, le portefeuille de Michael est ouvert. Il y avait eu des allusions à un grand voyage récemment en entendant des bribes de conversation sur des destinations coûteuses.
Je savais, avec une certitude qui s'installait profondément dans mes os, que ce dîner allait porter sur une demande financière importante. L'air autour de moi était lourd, non seulement de la terreur habituelle des réunions de famille, mais aussi du poids accumulé de 10 ans de sacrifices silencieux, de douleurs non reconnues, de se faire dire que je n'étais pas assez tout en donnant tout ce que j'avais. J'ai reconnu le sentiment, c'était le calme avant la tempête, une cocotte minute émotionnelle sur le point d'exploser. Je ne savais pas comment ni quand, mais je savais en entrant dans cette maison ce soir-là que quelque chose de fondamental allait changer. J'étais à bout, même si je ne l'aurais peut-être pas admis consciemment encore. En remontant l'allée familière, le parfum de l'herbe fraîchement coupée et du rôti de maman m'a frappé simultanément à un mélange étrange et puissant de souvenirs d'enfance réconfortants et d'attentes étouffantes du présent. La maison ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été, pelouse parfaite, véranda bien rangée avec des décorations de saison, le drapeau américain accroché fièrement à la porte. À l'intérieur, l'air était épais et chaud, fortement parfumé de viande rôtie, de sauce mijotée et d'une légère rancidité sous-jacente que je n'avais jamais remarquée avant de déménager, l'odeur d'une vie close, peut-être. Des photos de famille bordaient le couloir, des sourires figés dans le temps sur du papier glacé. J'en ai reconnu quelques-unes où j'étais maladroitement positionné au bord ou ayant l'air légèrement tendu, comme une réflexion après coup. J'ai vu celle du mariage somptueux de Sarah, dont j'avais discrètement payé une partie importante, sans avoir été invité à prendre la parole ni inclus dans de nombreuses photos de famille principales. Il y en avait une autre d'une réunion de famille pour laquelle j'avais financé les voyages, où j'apparaissais à peine sur les photos. Chaque cadre au mur ressemblait à une accusation silencieuse, un rappel d'un récit dans lequel je ne m'intégrais pas vraiment, malgré le financement de son arrière-plan. La table à manger était dressée de manière élaborée, la porcelaine fine que maman n'utilisait que pour les grandes occasions ou pour essayer d'impressionner, les serviettes en lin, les couverts polis, les verres en cristal scintillant sous le lustre. Mon père, Thomas, déjà assis à la tête, était une présence tonitruante, remplissant l'espace de sa voix et de sa confiance, un homme habitué à être aux commandes. Ma mère, Suzanne, flottait nerveusement à proximité, perpétuellement anxieuse de lui faire plaisir et de maintenir la paix fragile qu'elle semblait croire dépendre du maintien du bonheur de papa. Sarah était déjà là, parcourant son téléphone à sa place habituelle à droite de papa, ayant l'air ennuyé et autoritaire. Elle m'a fait un bref signe de tête méprisant à mon entrée. « Oh, Michael, tu es arrivé ?» a-t-elle dit, d'un ton plat, impliquant une légère surprise, comme si ma présence était facultative ou un inconvénient. Les petites conversations étaient tendues, ponctuées par le cliquetis des couverts et des rires forcés qui n'atteignaient pas leurs yeux. Nous avons parlé du temps, des nouvelles locales banales, des enfants de Sarah, au tout sauf la vraie raison pour laquelle nous étions tous réunis. J'ai mangé lentement, le rôti élaboré avait le goût de carton dans ma bouche, malgré son odeur riche et savoureuse. Ma poitrine était serrée, une sensation familière, une manifestation physique de l'anxiété qui s'enflammait toujours dans cette maison, comme si quelqu'un avait enroulé du fil barbelé autour de mes poumons et le serrait lentement. Chaque regard de mon père qui s'attardait trop longtemps, chaque commentaire méprisant de Sarah resserrait davantage le fil. Enfin, après le dessert et le café, la conversation s'est orientée vers les vacances. Papa s'est éclairci la gorge avec importance, posant sa tasse de café avec un cliquetis décisif. Alors, le plan est de passer 2 semaines dans les Hamptons en août, a-t-il annoncé, rayonnant à l'image d'un patriarche familial généreux. J'ai trouvé une belle maison en ligne, juste au bord de l'eau. J'ai confirmé la réservation cette semaine. Maman a ajouté nerveusement, se tordant légèrement les mains sur ses genoux. C'est assez cher, mon cher. La location seule est. A-t-elle laissé traîner, regardant papa pour obtenir la permission de continuer. C'est conséquent, Suzanne. Papa a interrompu en douceur, écartant son inquiétude. Mais ça vaut le coup pour la famille, pour les souvenirs. Les enfants de Sarah vont adorer. Sarah a immédiatement ajouté, se penchant en avant avec empressement. Oh, c'est magnifique, Michael. J'ai vu des photos en ligne. Les enfants vont adorer la plage privée, la piscine. Bien sûr, c'est un peu tendu pour nous tous financièrement, mais ça vaut le coup pour les souvenirs de famille. Elle m'a lancé un regard qui était un mélange calculé d'attente et de défi, comme si elle me défiait de m'opposer au coup. Elle savait ce qui allait arriver. Mon père s'est tourné vers moi, son expression passant de patriarche bienveillant à créancier sévère et exigeant. « Michael » a-t-il dit, sa voix perdant toute sa chaleur, devenant dure et pleine d'attente. « On a calculé les coûts, la location, les dépenses. C'est conséquent, étant donné ta carrière réussie et ton absence de personne à charge.
On s'attend à ce que tu prennes en charge la majeure partie de la location de la maison, disons 70%. On verra le reste entre nous. Ma fourchette a claqué contre mon assiette, le son étrangement fort dans le silence soudain. 70% pour une location de 2 semaines qui coûterait probablement plus que mon loyer annuel dans mon propre appartement. Mon esprit tourbillonnait, revenant au dépôt important que j'avais discrètement payé des mois auparavant, en utilisant de l'argent que j'avais économisé pour une éventuelle urgence médicale pour moi-même, juste pour assurer la réservation de ce voyage spécifique. Ils exigeaient maintenant que je le finance presque entièrement. Ils n'avaient même pas mentionné avoir reçu le dépôt, ils l'avaient simplement tenu pour acquis, l'avaient intégré au coût global, et voulaient maintenant beaucoup plus haut de la personne qu'ils accusaient constamment de ne rien donner. C'était un acte d'audace à couper le souffle, même pour eux. L'air de la pièce est devenu épais et lourd, me pesant dessus. J'ai senti leurs yeux sur moi, attendant ma soumission automatique, le signe que le chèque serait dans la boîte aux lettres demain. C'était ça le point culminant d'une décennie à être la banque invisible, la ressource fiable qu'ils ont épuisée tout en me donnant des miettes d'affection conditionnelle et de critique constante. Le fil autour de ma poitrine avait l'impression de me couper complètement l'arrivée d'air. Mes mains, reposant sur la nappe blanche, ont commencé à trembler de façon incontrôlable. Mon cœur martelait contre mes côtes. C'était ça. Le jour Cohen. La prise de conscience m'a frappé avec la force d'un coup physique, me coupant le souffle. Ils ne m'ont pas vu au pas vraiment, pas comme une personne avec sa propre vie, ses propres besoins, ses propres limites. J'étais juste un moyen pour une fin, un puits de fond pour leur confort, leur style de vie et leur performance d'une famille parfaite pour le monde extérieur. Mes sacrifices étaient invisibles, mes sentiments étaient sans importance. Le visage de mon père s'est durci, sa patience était manifestement à bout. Eh bien, ne reste pas là comme une pierre. Y a-t-il un problème? Sarah a ricané doucement à côté de moi, un petit son cruel, probablement en pensant à combien cela réduirait son petit fonds d'épargne. Ça y est. Le fil autour de ma poitrine a cassé non pas en me brisant, mais en libérant une vague de clarté glaciale. Les décennies de douleurs silencieuses, les années de ressentiment naissant, l'injustice pure et simple de ce moment être qualifié d'égoïste tout en étant assis sur un dépôt que j'avais payé pour un voyage pour lequel il demandait plus d'argent, tout cela a fusionné en une colère froide, dure et inébranlable que je ne m'étais pas permis de ressentir pleinement auparavant. Ce n'était pas une rage explosive, mais une détermination calme, puissante et inébranlable. Je les ai vraiment vus à ce moment-là, sans le filtre de mon besoin désespéré de leur amour et de leur approbation toute ma vie. Ils étaient des utilisateurs, des manipulateurs, des acteurs, tout simplement. Et j'en avais fini d'être utilisé. Lentement, délibérément, j'ai posé ma fourchette. Le son a résonné dans le silence soudain qui s'était installé après le commentaire de Sarah. Mes mains tremblaient, oui, mais avec un nouveau type d'énergie, pas la peur, mais le pouvoir réprimé d'agir enfin. J'ai regardé mon père, puis ma mère, puis Sarah. Leur visage était un mélange d'impatience, d'attente et d'un éclair d'inquiétude face à mon silence et à mon immobilité inhabituelle. Y a-t-il un problème, a répété mon père, sa voix plus aiguë, empreinte d'une menace claire. Je ne lui ai pas répondu directement. Je me suis levé. Le bruit grinçant de ma chaise contre le sol poli était fort, irritant. Je ne les ai pas regardés. Je me suis approché de l'endroit où j'avais laissé ma mallette près de la porte. Chaque pas semblait significatif à un détachement physique de la table, de la dynamique. Mon cœur battait fort un tambour lourd et rythmique contre mes côtes, mais mes mouvements étaient précis, concentrés. J'ai ouvert la valise, j'ai plongé à l'intérieur et j'ai sorti le classeur épais et usé. Il se sentait lourd, consistant dans mes mains, comme un bouclier et une arme combinée. Il représentait des années de ma vie distillées en papier et en encre, une décennie de sacrifices silencieux documentés dans des faits froids et durs. Je suis retourné à la table. Leurs yeux m'ont suivi, confus, méfiants. Les sourires forcés avaient disparu, remplacés par des sourcils froncés et des yeux plissés. Je ne me suis pas détourné d'eux. J'ai tenu le classeur un instant, en leur laissant le voir, en laissant le silence se construire, épais de questions non dites. Puis, avec une finalité qui m'a surpris moi-même, je l'ai placé carrément au centre de la table à dîner, juste entre le centre de table florale élaboré et la corbeille à pain intacte. Il a atterri avec un coup décisif, un son qui semblait faire écho à la finalité du moment. Ma voix, lorsque j'ai finalement parlé, était stable, calme, totalement dépourvue de l'émotion suppliante qui caractérisait autrefois mes interactions avec eux. C'était la voix d'un homme qui énonçait des faits,
ne demandant ni permission ni approbation, ne suppliant pas la compréhension. Vous voulez parler de sacrifice, ai-je dit, mon regard balayant lentement leur visage, rencontrant chacun de leurs yeux. Vous voulez me traiter d'égoïste? Bien. Regardons les chiffres. J'ai fait un geste vers le classeur. Voici tout ce que j'ai payé au cours des 10 dernières années. Mon père fronça les sourcils, se penchant en avant, un ricanement méprisant sur les lèvres. Qu'est-ce que c'est, Michael? Une sorte de blague? Des factures? Ma mère avait l'air perplexe, ses mains serrées fermement. Sarah a regardé le classeur, son inquiétude initiale se transformant en quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. Pas une blague, papa, ai-je dit, ma voix gagnant une force tranquille et acérée. C'est le grand livre. Chaque paiement d'hypothèque que j'ai effectué lorsque vos comptes étaient courts, chaque facture d'impôt foncier, chaque facture de services publics, eau, gaz, électricité ou payée directement depuis mon compte lorsque vous aviez oublié de payer avant que les avis de coupure n'arrivent, chaque paiement de voiture sur vos 2 voitures, plus celle de Sarah, au cours des 5 dernières années, les factures médicales de maman, celles que l'assurance ne couvrait pas, ce qui représentait un montant important au fil des ans, l'aide que vous prétendez apporter à Sarah pour son appartement en centre-ville 7 et mois, le loyer de chaque mois pendant 3 ans, ses réparations automobiles au mois, ses factures de carte de crédit qu'elle a accumulées pour ses dépenses professionnelles au mois, les acomptes de frais de scolarité et les fournitures scolaires pour vos petits-enfants au mois aussi, parce que vous avez dit que vous étiez trop tendu. J'ai ouvert le classeur à une section spécifique, faisant glisser une seule feuille accablante sur la table vers mon père. Et en parlant de vacances, ai-je poursuivi, ma voix coupant la tension croissante, voici le reçu du dépôt de location des Hamptons au payé il y a 3 mois sur mes propres économies, juste pour m'assurer que vous puissiez même réserver l'endroit pour lequel vous exigez maintenant que je finance 70% de plus. Leurs réactions ont été immédiates, chaotiques et exactement ce à quoi des années m'avaient entraîné à m'attendre, mais tout aussi choquantes dans leur intensité. Mon père a attrapé le reçu, puis a saisi une poignée de papier dans le classeur, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité en voyant le volume, les montants, les dates. Mon nom sur les virements et les paiements. Ils ont crié lorsqu'ils ont réalisé que j'avais soutenu toute la famille en silence. Ce n'était pas un seul cri unifié, mais un chœur de soupirs paniqués, d'exclamations indignées, d'accusations furieuses et de questions effrénées toutes se chevauchant. Tu as tout suivi. La voix de ma mère était un murmure tremblant, incrédule, comme si c'était là le véritable crime. Comment oses-tu, a rugi mon père, frappant le coin de sa main sur la table assez fort pour faire sauter les verres. C'est une atteinte à la vie privée. Tu étais censé aider ta famille. Une famille ne tient pas de registre, on ne détaille pas l'aide. Son visage prenait une dangereuse teinte rouge. Sarah a saisi un autre document, un relevé bancaire montrant de multiples transferts importants sur son compte, étiqueté « Allocation ». Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts, mêlant incrédulité et terreur. Ce n'est pas vrai. Tu mens. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi as-tu gardé des registres? J'ai répété, ma voix restant calme, stable, un roc dans la tempête de leur panique. Parce que vous me traitez d'égoïste tout en vivant de mes revenus. Parce que vous avez construit toute cette façade, j'ai fait un geste autour de la pièce, la maison confortable, la table dressée avec raffinement, l'air d'une prospérité sans effort, sur mon dos année après année sans jamais le reconnaître. Et ensuite avez eu l'audace de demander toujours plus tout en me disant que je ne faisais pas assez. Ce classeur est la preuve de ce que j'ai fait, et la preuve du récit que vous avez construit pour justifier vos demandes. J'ai regardé directement mon père, rencontrant son regard furieux. Tu m'as traité du fils le plus égoïste que tu aies jamais connu. Que ce classeur te montre ce à quoi ressemble le véritable sacrifice, et ce à quoi ressemble le fait de vivre un mensonge. Puis j'ai porté le coup final, le mouvement stratégique que j'avais solidifié dans mon esprit quelques instants auparavant, celui qui aurait des conséquences immédiates et dévastatrices pour leur réalité soigneusement construite. Considérez que tout cela est terminé, ai-je dit, ma voix claire, ferme et totalement dépourvue de compromis. À compter de ce jour, vous n'êtes plus ma responsabilité financière. Vous êtes seul maintenant. Le chaos absolu a éclaté. Ils ont commencé à crier, à hurler, leur voix montant en hauteur et en volume. Les accusations ont fusé. Tu essaies de nous ruiner. D'essayer de nous punir. D'abandonner ta famille dans le besoin. Tu ne peux pas faire ça, Michael. On va tout perdre. Nous sommes tes parents. Tu nous dois. C'est du chantage. Tu vas le regretter. Ma mère pleurait maintenant,
les larmes coulant sur son visage, suppliant « Michael, s'il te plaît. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes une famille. » Mon père était debout, le visage rouge, marmonnant des menaces, faisant des gestes sauvages vers le classeur. Sarah oscillait entre des accusations furieuses et des gémissements pathétiques et effrayés concernant son propre avenir. Je ne me suis pas impliqué, je n'ai pas discuté. Il n'y avait plus rien à dire. Le classeur sur la table, rempli de preuves irréfutables, disait tout. Je me suis retourné et je me suis éloigné de la table, laissant le classeur et le maelstrom de leur panique et de leur fureur derrière moi. Leurs cris choqués et indignés m'ont suivi hors de la salle à manger, dans le couloir. « Michael! Reviens. Tu fais une terrible erreur. Tu vas le regretter. » Je ne me suis pas retourné. J'ai pris ma veste légère sur le crochet près de la porte, ouvrant la porte d'entrée. L'air frais et pur du soir a frappé mon visage, un contraste frappant et bienvenu à la tension chaude et suffocante dont je venais de m'échapper. Je suis sorti et j'ai fermé la porte d'entrée derrière moi. Le clic du verrou était silencieux, mais à ce moment-là, debout sur le porche sous le ciel de banlieue, cela ressemblait au verrouillage de la porte d'une cellule de prison non pas pour me retenir, mais pour les empêcher, eux et leur dynamique toxique, d'entrer. Il y avait de la douleur, un vide profond et lancinant dans ma poitrine, dû à la rupture de ce lien, à la coupure du membre de ma propre histoire. Mais en dessous, un sentiment fragile, terrifiant et exaltant de libération. J'avais quitté le champ de bataille, laissant les vestiges de leurs mensonges dans mon sillage. Les conséquences immédiates ont été exactement aussi chaotiques et désagréables que le dîner l'avait prédit. Mon téléphone a explosé en quelques minutes, d'abord des messages en colère, puis désespérés, puis revenant à des messages manipulateurs et culpabilisants. Comment as-tu pu faire ça à ta propre chair et à ton propre sang? Nous t'avons élevé, et c'est comme ça que tu nous rembourses? Maman est en larmes. Tu nous laisses perdre la maison. Sarah a envoyé une série de textos de plus en plus frénétiques, m'accusant d'essayer de ruiner sa vie, entrecoupée de supplications pathétiques pour encore un mois de loyer parce qu'elle n'avait rien. Mon père a laissé des messages vocaux qui passaient brusquement de menaces tonitruantes de me poursuivre pour chaque centime à des gémissements pathétiques sur le fait d'être vieux, malade et seul, abandonné par son fils cruel. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Mon avocate, une femme vive et pragmatique nommée Mademoiselle Evelyn Reed, spécialisée dans les affaires familiales et financières complexes et qui avait patiemment écouté le déroulement de la saga de 10 ans au cours de plusieurs réunions préparatoires, m'avait conseillé de ne pas m'engager directement. Elle leur a envoyé une lettre formelle, claire et d'une concision dévastatrice, déclarant que toutes les contributions financières passées que j'avais faites étaient considérées comme des dons volontaires sans attente de remboursement, que leurs accusations de chantage ou d'extorsion étaient sans fondement et potentiellement diffamatoires, et que toute autre tentative de harcèlement ou de menace judiciaire serait accueillie par une réponse judiciaire rapide et énergique. Ce fut une rupture simple et nette, gérée professionnellement de mon côté, soulignant que j'avais la preuve de tout. Le silence après avoir bloqué leurs numéros, archivé leurs emails et ignoré leurs tentatives de me contacter par l'intermédiaire de parents perplexes a été déconcertant au début, comme le silence soudain et assourdissant après l'arrêt d'un bruit fort et constant. Il a fallu des semaines pour s'adapter à l'absence de leurs demandes et de leurs drames. Les conséquences réelles pour eux ont été rapides et brutalement publiques, résultat direct de leur dépendance financière totale cachée sous leur prospérité extérieure et de mon retrait complet et soudain de ce soutien. En quelques semaines, j'ai entendu par le biais de la rumeur un cousin éloigné, un ancien voisin toujours en contact avec des gens du vieux quartier que l'avis d'expulsion avait été signifié. Ils n'avaient tout simplement pas l'argent pour couvrir le paiement de l'hypothèque que je faisais discrètement depuis des années, ainsi que tous les coûts associés comme les taxes et les assurances. Leurs services publics ont été coupés. La voiture de mon père, dont je payais également les mensualités, a été saisie sur leur allée, un signe très visible que quelque chose n'allait pas. Leur pelouse soigneusement entretenue a commencé à avoir l'air négligé. Les signes physiques de leur effondrement étaient indéniables. Puis vint le règlement de compte pour Sarah. Sans mon argent subventionnant son loyer, le paiement de sa voiture de luxe, ses factures de cartes de crédit fréquentes qui finançaient son style de vie d'influenceuse et sa garde-robe de créateur, son monde soigneusement construit de succès apparents est devenu insoutenable presque du jour au lendemain. Elle ne pouvait plus se permettre son appartement du centre-ville, sa voiture de luxe était la suivante sur la liste des saisies après celle de papa, et ses publications sur les médias sociaux sont passées de descriptions de brunchs somptueux et d'articles de luxe à des déclarations vagues et dramatiques sur le fait de surmonter des défis. C'était la conséquence plus profonde pour elle, le tournant qui l'a particulièrement mise à genoux, ce qu'elle appréciait le plus son image, sa position sociale,
l'illusion de son succès autoproclamé et de sa prospérité sans effort s'est évaporée lorsque l'argent a cessé de couler. Il ne s'agissait pas seulement de perdre le confort, il s'agissait de perdre le mensonge soigneusement élaboré qu'elle vivait et présentait au monde. J'ai appris plus tard par une connaissance commune, un ami de son ancien fiancé, que les fiançailles avaient été définitivement rompues non seulement à cause de l'instabilité financière, mais parce que Sarah et ses parents, dans leur panique, avaient essayé de raconter une histoire folle et désespérée selon laquelle j'étais violent, instable mentalement et que j'essayais de les extorquer. Son fiancé, qui avait déjà eu quelques doutes privés sur ces histoires, ne l'a pas cru. Sa propre fierté, son droit au titre et sa volonté de mentir pour maintenir sa façade avaient construit un château de cartes, et lorsque j'ai retiré le soutien fondamental, tout s'est effondré, emportant avec lui son avenir souhaité. L'histoire, bien sûr, a dépassé le cadre de la famille immédiate et de son quartier. Il est difficile de garder une telle chose secrète dans des communautés interconnectées, surtout lorsque des avis d'expulsion sont affichés, que des voitures sont saisies et que des styles de vie changent brusquement. Le récit que mes parents avaient soigneusement élaboré au fil des ans, celui selon lequel j'étais le fils distant, peu solidaire et égoïste, a eu du mal à tenir face à la réalité indéniable et très visible de leur effondrement financier immédiatement après mon retrait de fonds, couplé au murmure de preuves. Michael avait montré à certaines personnes, celles qui ont toujours cru au masque et ont préféré le récit confortable initialement pris parti pour mes parents, chuchotant comment je les avais abandonnés dans le besoin. Mais d'autres, les nouveaux informés qui avaient peut-être aperçu la dynamique familiale au fil des ans, ou entendu mes parents se plaindre d'argent malgré leurs habitudes de dépenses apparemment confortables, ou remarqué la dégradation soudaine du style de vie de Sarah, ont commencé à rassembler les pièces du puzzle. Maître Reed, mon avocate, a géré toutes les demandes officielles discrètement mais fermement, confirmant seulement qu'un soutien financier volontaire important m'avait été fourni pendant une période substantielle, dont les détails étaient confidentiels. Les apparences étaient accablantes pour mes parents et Sarah. Le classeur de preuves, bien que seulement montré à eux, avait fait son travail silencieux, démantelant leurs mensonges de l'intérieur, conduisant à leur perte publique. J'ai même trouvé un allié inattendu au milieu des retombées sociales. Marc, l'ami de l'ancien fiancé de Sarah, m'a contacté directement après avoir entendu leurs histoires désespérées et contradictoires et vu les conséquences publiques. Il avait assisté à des rassemblements où Sarah se plaignait de moi, me dépeignant comme froid et indifférent, mais il avait également constaté des incohérences dans ses propres histoires et dans le comportement de ses parents. Il m'a dit que lui et son ami en avaient longuement discuté, et qu'aucun d'eux n'avait cru la version paniquée des événements racontés par la famille. Marc m'a beaucoup respecté pour avoir eu le courage de me défendre et d'utiliser des preuves factuelles pour contrer leur manipulation. Il a confirmé que la dynamique familiale qu'il avait observée semblait effectivement toxique, et que leur attention se portait toujours sur les apparences et le contrôle. Son soutien a été un tournant mineur mais significatif dans le récit de mon isolement, une confirmation que je n'étais pas seul et que les étrangers pouvaient voir à travers la façade. Il est devenu un véritable ami, représentant une nouvelle forme de famille plus saine, fondée sur l'honnêteté et le respect, et non sur l'obligation et la manipulation. Mon parcours de guérison a été long et est toujours en cours. Les cicatrices émotionnelles sont profondes. Il y a le deuil de la famille que j'ai désespérément souhaité, de l'amour inconditionnel et de l'acceptation qui ont semblé si longtemps hors de portée, finalement prouvés comme absents. Il y a des moments de doute, des éclairs de culpabilité, me demandant si j'aurais pu faire autrement, s'il y avait un autre moyen de m'affranchir sans provoquer un événement aussi sismique. Mais ensuite, je me souviens de la sensation du fil barbelé autour de ma poitrine, d'une froide de ressentiment qui vivait autrefois dans mon estomac, de la performance constante que je devais maintenir, de la façon dont il me regardait non pas comme un fils ou un frère, mais comme une ressource, et je sais avec une certitude absolue que j'ai fait le seul choix qui m'a permis de reprendre ma vie, mon identité et ma santé mentale. Je me suis concentré sur la construction de ma famille choisie et les amis qui me soutiennent inconditionnellement, qui célèbrent mes succès sans rien demander en retour, qui sont simplement là pour moi sans que j'aie à acheter leur temps, leur affection ou leur approbation. J'ai continué la thérapie, travaillant à travers les couches complexes de traumatisme, de manipulation et de gaslighting. J'apprends ce que ressentent les limites saines, comment dire non sans culpabilité, comment recevoir un amour qui n'est ni transactionnel ni conditionnel. C'est un processus de désapprentissage d'années de comportements et de réponses émotionnelles ancrées. Mes parents vivent maintenant chez des proches, leur maison a été saisie, leur position sociale a diminué. Sarah a dû retourner vivre avec eux, sa façade scintillante brisée, ses projets d'avenir déraillés. Je ne leur ai pas parlé directement depuis ce dîner. Je ne cherche pas de nouvelles, mais des nouvelles filtrent parfois par des membres éloignés de la famille. Ils ont des difficultés financières,
sociale et émotionnelle. Le contrôle qu'ils convoitaient, les apparences qu'ils privilégiaient par-dessus tout, ils ont tout perdu parce qu'ils accordaient plus de valeur à ces choses qu'à une véritable connexion, à l'honnêteté et au respect de leur propre fils. Ils se sont mis à genoux par leurs propres actions, et les conséquences que je leur ai finalement permis de subir. Ce n'est pas de la vengeance que je ressens lorsque j'y pense, mais un sentiment calme, lourd et sombre de justice et un soulagement profond et libérateur que je suis enfin, vraiment libre du fardeau et du mensonge. La définition de la famille n'est pas gravée dans le sang ou définie uniquement par une histoire partagée. Elle est écrite dans le respect, dans l'honnêteté, dans l'amour et le soutien inconditionnel. Parfois, la chose la plus aimante et la plus nécessaire que vous puissiez faire pour vous-même et pour la vérité est de vous éloigner de ceux qui vous brisent, même s'il s'agit des personnes qui vous ont donné la vie. Reconnaître votre valeur et établir des limites n'est pas égoïste, c'est un acte de survie et d'auto-préservation. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'établir des limites, même si cela signifiait vous éloigner de ceux que vous aimez? À quoi ressemble pour vous une connexion familiale saine? Comment définissez-vous la famille?